Pendant des décennies, les manuels ont traité cela comme un fait établi. Uranus et Neptune étaient des géantes de glace, d'étranges mondes gelés faits d'eau, d'ammoniac et de méthane, cachés sous d'épaisses atmosphères d'hydrogène et d'hélium. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que cette image est peut-être fausse, et le plus étrange, c'est que l'humanité a à peine étudié ces planètes de près depuis le passage de Voyager 2 il y a plus de 30 ans. Cela signifie que l'une des idées les plus fondamentales sur notre système solaire repose peut-être sur très peu de preuves. Une nouvelle étude remet aujourd'hui en question la vision traditionnelle d'Uranus et de Neptune. Au lieu de s'appuyer sur de vieilles hypothèses, les chercheurs ont utilisé des simulations pour générer des milliers de versions possibles de l'intérieur de ces planètes, puis les ont comparées aux données limitées dont on dispose. Le résultat s'est avéré étonnamment complexe. Certains modèles suggèrent qu'Uranus pourrait contenir d'énormes quantités de roches. D'autres ont montré des quantités d'eau bien plus importantes. Les résultats pour Neptune variaient tout autant. Dans certains scénarios, l'eau dominait l'intérieur de la planète. Dans d'autres, la roche devenait l'ingrédient principal. Mais l'essentiel est que les scientifiques ne savent pas vraiment de quoi ces planètes sont faites. La réflexion a commencé par un indice inattendu provenant de la ceinture de Kuiper, cette région lointaine au-delà de Neptune, remplie de comètes, de planètes naines et de vestiges du système solaire primitif. Les scientifiques pensent qu'Uranus et Neptune se sont formés à partir de la même matière première qui existe encore aujourd'hui. Ainsi, lorsque de nouvelles observations ont révélé que de nombreux objets de la ceinture de Kuiper, dont Pluton, contiennent bien plus de roches que prévu, cela a posé un problème majeur à la théorie traditionnelle. Si les matériaux qui ont formé ces planètes étaient déjà rocheux, alors Uranus et Neptune sont peut-être bien plus rocheuses qu'on ne le pensait. Pour explorer cette possibilité, les scientifiques ont simulé les conditions extrêmes qui règnent au cœur des planètes géantes. Les pressions y sont des millions de fois plus fortes que sur Terre, avec des températures si élevées que la matière commence à se comporter de manière très inhabituelle. Les modèles ont produit une autre surprise. Les matériaux rocheux, appelés silicates, pourraient ne pas rester piégés dans le noyau. Sous l'effet de la pression et de la chaleur, ils pourraient se propager dans l'atmosphère, se mélangeant à l'hydrogène et à l'hélium pour former d'énormes couches de nuages de silicates. Si cette idée est correcte, Uranus et Neptune pourraient avoir bien plus en commun avec les planètes rocheuses qu'on ne l'imaginait. Les chercheurs se demandent maintenant si le terme géante de glace a encore un sens. Certains scientifiques pensent que ces mondes ont besoin d'une nouvelle classification, avec des noms comme petites géantes ou géantes rocheuses remplaçant l'ancien label. Pour les scientifiques, ce changement affecterait bien plus que la terminologie. Cela changerait totalement notre vision de la formation des planètes, de l'évolution du système solaire externe et de tous ces mondes de la galaxie que nous aurions pu mal comprendre. Pour nous autres, cela change quelque chose de plus simple. Deux planètes que nous pensions comprendre sont soudain redevenues mystérieuses. Il se pourrait bien que nous soyons tombés sur la mer de toutes les réserves d'eau, et elle flotte dans l'espace. Elle se cache sous notre nez depuis au moins 12 milliards d'années. Quant à sa taille, elle est difficile à imaginer. 140 000 milliards de fois plus grande que tous les océans de notre planète réunis. Ce monde aquatique cosmique est en orbite autour d'un grand trou noir appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière. Les quasars sont des trous noirs supermassifs qui émettent des quantités colossales de radiation. On estime que celui-ci est 20 milliards de fois plus lourd que notre Soleil et qu'il est porteur d'une énergie capable d'en illuminer 1000 billions. Dans notre Voie lactée, nous sommes habitués à voir de l'eau sous forme de glace. La réserve d'eau dont nous parlons ici semble se présenter sous forme de vapeur. L'important dans cette découverte, c'est qu'il pourrait y avoir de l'eau partout dans l'univers. Il suffit de savoir où chercher. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les étoiles ne sont pas chaudes au toucher. Nous croyions jusqu'à présent que toutes les étoiles étaient becs comme notre Soleil.
des boules de feu prêtes à faire fondre tout ce qui se trouve sur leur passage. Mais il en existe de plus froides, les naines brunes. Leur particularité réside dans le fait qu'elles sont trop petites pour réaliser la fusion nucléaire qui permet aux étoiles, comme notre Soleil, de briller. Elles ne dégagent pas beaucoup de lumière ni de chaleur, ce qui les rend difficiles à voir. On répartit ces naines brunes en différentes catégories. Les étoiles de type Iga, les plus froides, ont une température de surface inférieure à celle d'une tasse de thé. Si vous pouviez en toucher une, vous ne ressentiriez qu'une douce chaleur. Il y a environ 4 milliards d'années, Uranus a apparemment échangé sa place avec Neptune. Difficile d'imaginer que des planètes aussi grosses puissent faire ça. Mais cette théorie pourrait résoudre le mystère de la formation de notre système solaire. Nous savons que les planètes rocheuses se sont formées à la suite de collisions importantes. Prenez notre planète, par exemple. Il y a environ 4 à 6 milliards d'années, les choses se sont pas mal entrechoquées autour du Soleil, jusqu'à ce que la Terre atteigne sa forme définitive. Au cours de cette période, une collision plus importante a fait exploser suffisamment de roches et de gaz pour donner naissance à la Lune. Mais en ce qui concerne nos voisins du système solaire, Jupiter, Uranus et Neptune, les scientifiques n'ont toujours pas de réponse. Selon les modèles standards, il faudrait une éternité pour qu'ils se forment. Cela dépasserait l'âge du système solaire lui-même. Si cette nouvelle théorie est correcte, alors Uranus et Neptune seraient nés d'un nuage de gaz dense compacté autour du Soleil. Le problème, c'est que pour que cette théorie tienne debout, il faut que ces planètes aient échangé leur place à un moment donné de l'histoire. Neptune se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres, soit la distance la plus grande qu'une planète puisse atteindre dans notre système solaire. Uranus est un peu plus proche, à 3 milliards de kilomètres. Cette nouvelle idée suggère qu'après leur formation, bien plus près du Soleil qu'elles ne le sont aujourd'hui, leurs positions ont été modifiées. Cela pourrait être dû au passage de nombreuses comètes pendant des milliards d'années, qui auraient lentement éloigné ces planètes géantes. Ce n'est pas une réponse définitive à la question de savoir comment elles se sont formées. Il s'agit plutôt d'une forte intuition étayée par de nombreuses données. En parlant de choses étranges trouvées dans notre univers, que dire de cette cuillère flottante que le rover Curiosity de la NASA a photographiée sur Mars? Alors que l'engin se promenait sur la planète rouge, il est tombé sur cet étrange rocher en forme de cuillère au cours de l'été 2015. Le rocher possède une poignée et projette même une ombre sur le sol. Il ne s'agit pas d'un ustensile abandonné lors d'un pique-nique martien, mais de ce que les scientifiques de la NASA appellent un ventifact, un rocher qui a été sculpté par le vent. Ce n'est pas la première fois que la surface martienne nous ravit avec d'étranges sculptures éoliennes. Il y a eu le visage sur Mars, un rat et même des beignets à la confiture. Il est possible que des diamants pleuvent sur plus de 1900 exoplanètes. Les scientifiques ont découvert qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des températures particulièrement élevées pour que le carbone se transforme en diamant, comme on le croyait auparavant. Jusqu'à récemment, nous ne connaissions que Neptune et Uranus comme étant susceptibles de présenter de telles pluies. Les astronomes se sont intéressés à ce phénomène pendant une quarantaine d'années. Mais ces planètes étaient difficiles à étudier. Seule la sonde Voyager 2 a pu passer jeter un coup d'œil. Des progrès considérables ont toutefois été réalisés grâce à des simulations en laboratoire. Neptune et Uranus sont des géantes de glace, parce que leurs couches externes sont remplies d'hydrogène, d'hélium, d'eau et d'ammoniac, ce que les scientifiques appellent de la glace. Leur magnifique teinte bleue est due au méthane présent dans leur atmosphère. Mais les pluies de diamants se produisent plus bas, dans les profondeurs. Si nous pouvions les visiter, nous verrions que sous l'épaisse atmosphère, il y a des couches de glace très denses. Toute cette pression entraîne des réactions chimiques qui peuvent générer des diamants de la taille d'une petite ville. Nous ne pouvons pas plonger dans Neptune ou Uranus avec une sonde à la recherche de diamants. Au lieu de cela, nous reproduisons ces conditions dans des laboratoires en pressant la matière entre des enclumes de diamants et en la frappant avec des lasers pour imiter l'environnement extrême de ces planètes. Grâce à cela, les scientifiques ont réussi à créer des diamants artificiels. Comprendre comment ces roches se forment là-bas pourrait également expliquer pourquoi Neptune est plus chaude qu'elle ne devrait l'être et pourquoi elle connaît des tempêtes aussi intenses. Ces diamants pourraient aussi nous permettre de percer le mystère des étranges champs magnétiques d'Uranus et de Neptune. Si nous faisons une comparaison avec ce qui se passe sur notre planète,
on trouve des résultats très différents. Il se trame donc peut-être des choses bizarres au niveau du magnétisme de ces planètes. La NASA prévoit d'envoyer une nouvelle sonde vers Neptune ou Uranus au cours de la prochaine décennie. Comme les planètes s'aligneront parfaitement en 2030, le moment sera idéal pour explorer de près ces mondes étincelants. La planète Kepler 78b est une autre découverte cosmique étrange. Ce monde chaud, en fusion, fait le tour de son étoile en un temps record, une fois toutes les 8h30. Elle ne s'en trouve éloignée que de 1,6 million de kilomètres. Si nous pouvions poser le pied sur sa surface, nous remarquerions que son soleil est 80 fois plus grand que l'astre que nous voyons chaque jour dans notre ciel. Si nous appliquons ce que nous savons jusqu'à présent sur la formation des planètes, ce petit gars ne devrait même pas être là. Les spécialistes n'ont toujours pas la moindre idée de la façon dont il est apparu ou s'est retrouvé là où il est. Ce que nous savons, c'est qu'il va bientôt disparaître, en quelque sorte. Comme elle est extrêmement proche de son Soleil, cette planète brûlante entrera en collision avec lui dans quelques milliards d'années. C'est relativement bref sur le plan cosmique. Ce qui est similaire entre notre planète et Kepler 78b, c'est la densité. Certes, elle est environ 20% plus grande que la Terre et pèse presque le double, mais elle possède le même intérieur solide. Il est impossible qu'elle se soit formée plus près de son étoile et qu'elle se soit simplement éloignée avec le temps. Elle ne peut pas non plus être née beaucoup plus loin et avoir migré vers l'intérieur. Tout mouvement vers l'intérieur aurait été impossible à arrêter, et elle serait entrée en collision avec l'étoile. Cette découverte n'est peut-être pas particulièrement révolutionnaire, mais il y a de fortes chances que vous n'y ayez jamais pensé. Il y a peut-être de la poussière d'espace dans vos cheveux en ce moment même. Chaque jour, des tas de matériaux provenant de l'espace viennent s'écraser sur Terre. Parfois, ces objets sont visibles, comme lorsqu'un météore se transforme en météorite en s'écrasant sur le sol. Mais la plupart du temps, c'est plus discret. Ces matériaux dérivent à travers l'atmosphère et atterrissent sous la forme de ce que nous appelons de la poussière d'espace. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela représente environ 14 tonnes par jour. Cette poussière contient de minuscules fragments de roches et de métal détachés des astéroïdes et des comètes lors de collisions importantes. Ces particules sont très petites. Vous ne pourriez pas les voir sans instruments sophistiqués. Mais chaque fois que vous sortez de chez vous, il se peut qu'une partie de ces particules atterrissent dans vos cheveux. Sous la surface gelée d'Ariel, la lune d'Uranus, quelque chose de massif pourrait se dissimuler. Un océan de plus de 160 km de profondeur, soit 40 fois celle du Pacifique. Scellé sous la glace depuis des milliards d'années, attendant d'être révélé. Uranus est cette géante gazeuse bleu pâle, reculée et solitaire, rarement sous le feu des projecteurs. Récemment, les scientifiques ont orienté leurs télescopes et leurs modèles informatiques vers Ariel, l'une de ces 29 lunes connues. Comparée à ses frères et sœurs, Ariel possède une personnalité singulière. Lors du passage de la sonde Voyager 2 en 1986, elle a pris des photos montrant une surface étonnamment lisse, ponctuée de cratères, fractures et vallées. Ces détails n'ont d'intérêt que lorsque l'on comprend qu'ils révèlent une activité géologique. La Lune bougeait, se fissurait et se remodelait tout comme la Terre. Cela reste rare dans le système solaire externe, où la plupart des lunes ne sont que de silencieux blocs glacés, orbitant tranquillement autour de leur planète. L'étude de ces fractures, appelée grabens, a révélé un phénomène étrange. Leur motif ressemble exactement à ce qui se produit lorsqu'une pression s'accumule sous une surface, comme un ballon qui se tend avant d'éclater. Il semblait que quelque chose au cœur d'Ariel poussait vers l'extérieur, déformant et fracturant la croûte. Le coupable le plus probable serait un océan souterrain, jadis assez chaud pour exercer une pression sur les couches de glace. Un océan enfoui sous des kilomètres de glace, dissimulé depuis des milliards d'années. Comment un corps aussi éloigné du Soleil pourrait-il contenir de l'eau liquide? L'orbite d'Ariel n'est pas parfaitement circulaire, mais légèrement elliptique, ce que les scientifiques qualifient d'excentrique. Ainsi, au fur et à mesure qu'il tourne autour d'Uranus, l'attraction gravitationnelle varie à chaque passage. Cette traction constante étire et fléchit l'intérieur de la Lune, produit des frictions et génère de la chaleur.
Ajoutez à cela la désintégration radioactive naturelle de son noyau rocheux. Et il y a suffisamment de chaleur pour faire fondre la glace profondément sous la surface. Ariel pourrait ainsi avoir créé son propre spa géothermique au milieu de nulle part. Les modèles de sa structure interne montrent que les contraintes provoquées par les forces de marée pouvaient maintenir l'eau liquide stable pendant des millions, voire des milliards d'années. Plus fascinant encore, des traces de cet océan pourraient subsister. La croûte glacée d'Ariel présente des caractéristiques récentes, d'un point de vue géologique, laissant supposer que la Lune n'a pas été figée pour l'éternité. Sous ces fractures, de petites poches ou couches d'eau liquide pourraient encore exister. Et voilà la partie la plus captivante. La présence d'eau suggère un potentiel pour la vie. Chaque fois que les scientifiques détectent de l'eau liquide dans le système solaire, surgit la question que nous chérissons tous en secret. Quelque chose pourrait-il y vivre? Certes, Ariel n'est pas une station balnéaire tropicale, mais sur Terre, des microbes prospèrent près des cheminées hydrothermales au fond des océans, se nourrissant de composés chimiques plutôt que de lumière solaire. Si Ariel avait jadis des évents similaires injectant chaleur et minéraux dans son océan, il aurait pu héberger ses propres micro-organismes. Et si cet océan a existé, il pourrait encore contenir du sel. Les chercheurs estiment que sels et ammoniac agiraient comme un antigel, maintenant l'eau liquide plus longtemps. Ainsi, même si la surface descend à moins 212 degrés, l'intérieur pourrait rester suffisamment tempéré pour que l'eau demeure fluide. Avant que vous ne songiez à vous rendre sur Ariel, rappelons qu'il s'agit d'une lune en orbite autour d'une géante gazeuse située à environ 2,9 milliards de kilomètres de nous. La visiter n'est pas aussi simple que de réserver un billet d'avion. Voyager 2 est le seul engin spatial à s'en être approché, et cela remonte à presque 40 ans. Nous disposons de meilleures images des dunes de Mars que de la majorité des lunes uraniennes. Pour l'heure, les chercheurs doivent donc s'appuyer sur des simulations ingénieuses, les données des télescopes, et une patience considérable. Pourtant, cette découverte est majeure. Pendant des décennies, nous avons considéré des lunes telles qu'Europe de Jupiter ou Encelade de Saturne comme les meilleurs exemples de mondes océaniques. Glacées, dotées d'océans souterrains, elles ont même révélé des panaches d'eau s'échappant dans l'espace. Désormais, Ariel rejoint ce club prestigieux. Si une future mission vers Uranus est envisagée, Ariel constituerait une cible prioritaire pour l'exploration. Une autre destination qui mérite l'attention est Mimas, la lune de Saturne. Les savants pensaient jusque-là qu'il ne s'agissait que d'une boule de roche gelée, mais il pourrait receler un océan complet sous sa surface qu'un futur engin spatial pourrait détecter. Les chercheurs ont cartographié l'épaisseur de sa croûte glacée, ce qui permet d'estimer l'âge possible de l'océan et d'identifier les zones où la glace est la plus mince. Ces secteurs constituent les points les plus prometteurs pour de futures missions à la recherche d'eau liquide. Mimas ne ressemble guère à un monde océanique classique. En observant Europe ou Encelade, on distingue nettement fissures et crevasses dans leur manteau glacé. Mimas paraît lisse et tranquille, presque comme une bille flottant dans l'espace. Ces cratères semblent immuables, sculptés dans la roche plutôt que dans la glace. Rien n'évoque un monde océanique. Pourtant, il y a quelques années, les données de la sonde Cassini ont commencé à suggérer le contraire. Cassini, qui nous a offert notre meilleure exploration de Saturne et de ses lunes, transmettait des informations incompréhensibles si Mimas ne possédait pas d'eau liquide sous toute cette glace. Au fil des analyses, il est apparu qu'un océan naissant pourrait se tapir sous 19 à 30 km de glace solide. Les scientifiques ont appliqué des modèles initialement conçus pour Europe afin de comprendre comment la chaleur circulait dans la croûte glacée de Mimas. Ils cherchaient à connaître son épaisseur, sa capacité à retenir la chaleur, et si elle pouvait faire fondre la glace sous-jacente. Ils ont découvert qu'une fois la fonte amorcée sur Mimas, elle ne s'arrête pas mais s'accélère rapidement. Ce phénomène est directement lié à l'orbite de la Lune. Mimas n'orbite pas autour de Saturne en cercle parfait. Sa trajectoire est légèrement allongée. Cette forme ovale provoque des tiraillements et compressions dus à la gravité saturnienne. À l'image des marées terrestres générées par la Lune, Saturne fléchit la glace solide de Mimas, produisant ainsi de la chaleur.
À un moment donné, un événement, collision ou influence gravitationnelle d'une autre lune, a poussé Mimas sur une orbite légèrement plus excentrique. Son intérieur s'est alors réchauffé, a partiellement fondu et formé un océan sous la surface. Puis, la gravité a progressivement tendu à ramener Mimas vers une orbite plus circulaire. Quand cela se produit, le réchauffement cesse et l'océan finira par geler à nouveau. En somme, Mimas traverse actuellement sa phase chaude, dotée d'un océan actif. Les modèles informatiques indiquent que ce changement orbital s'est produit il y a seulement 10 à 15 millions d'années, ce qui reste très récent à l'échelle cosmique. Il apparaît également que la chaleur ne circule pas en ligne droite dans Mimas, mais se déploie en boucle et torsion selon l'épaisseur de la glace, rendant la détection de cet océan difficile, mais pas impossible. L'étude des mondes océaniques potentiels et de ceux que nous connaissons déjà avec certitude, tels qu'Europe, Encelade, Titan ou Callisto, revêt une importance capitale pour nous, sur Terre. Chaque fois que l'humanité découvre de l'eau liquide ailleurs, c'est comme retrouver une nouvelle version de l'élément même qui a rendu notre existence possible. Les océans terrestres ont engendré toute vie, y compris l'humanité. Comprendre comment les océans d'Europe ou d'Encelade restent liquides sans lumière solaire permet d'en apprendre davantage sur les sources hydrothermales terrestres, la chaleur et l'équilibre. De même, en modélisant la chimie de Titan, les scientifiques examinent ce que la Terre a pu être avant l'apparition de la vie. Il est possible que la vie ne soit pas si rare, et qu'un jour une sonde explore l'océan glacé d'Europe, avec la mission Europa Clipper de la NASA, ou prélève de l'eau dans les geysers d'Encelade pour y découvrir quelque chose, même une seule cellule vivante. Si cela se produit, notre compréhension de la vie serait totalement réécrite. Cela nous rappellera également que nous ne sommes pas le centre de l'histoire, mais un simple chapitre dans un univers regorgeant d'eau.